pouvoir lire le syllabus et approfondir vos connaissances sur les neurosciences si ça vous intéresse. Alors, bonjour à tous. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous allons pas tarder à commencer donc, le webinaire sur les neurosciences et accueillir notre première invitée de l'année, donc Roxane Vézina. Alors, bonjour Roxane, tu peux venir si tu es prête. Bonjour à tous. Bonjour Pierre. Bonjour Roxane, bienvenue. J'enlève mon masque parce que ça fait plaisir de pouvoir faire des activités en virtuel. C'est le plaisir du virtuel. On peut passer un petit moment sans notre masque. Alors, bonjour à tous ceux qui sont présents et qui ont décidé de consacrer une petite période de repos à apprendre ou en tout cas à découvrir un autre univers qui peut être utile au travail. Super, on a hâte de commencer, en tout cas, Roxane, et d'entrer dans le vif du sujet, un sujet quand même assez vaste et large. Je te laisse peut-être te présenter dans un premier temps, histoire que les participants te connaissent un peu plus. Oui, avec plaisir. Alors, donc, Roxane Vézina, je suis au départ ingénieure de Polytechnique ici à Montréal. J'ai fait une carrière en fait, je célèbre 35 ans de carrière cette année, 20 ans plus dans un parcours où je suis devenue gestionnaire au fil du temps. J'ai terminé mon parcours de gestionnaire plus dans le domaine des télécoms. Puis ensuite, j'ai fait une transition de carrière. Ça arrive à plusieurs personnes de faire des transitions. Dans mon cas, je m'intéressais beaucoup à l'humain, à la santé, à ce qui peut faire un changement dans la performance. Puis, j'ai voulu régler un dilemme que j'avais quand j'étais étudiante là, au collège, de ne pas trop savoir si je m'en irais en ingénierie ou en médecine. Alors, j'ai voulu comme un peu combler cette passion-là en retournant aux études. Puis, à partir de 2011, environ, il y a 10 ans, j'ai redémarré des études en neurosciences, mais applicables au monde des affaires, évidemment pas pour faire des interventions ou quoi que ce soit, là, mais vraiment appliquées au quotidien. Fait que ça fait une quinzaine d'années maintenant que je suis coach professionnel certifié, donc membre de la SICPNL, puis membre de l'ICF. Je suis aussi administratrice de société, donc je siège sur des conseils d'administration, puis je me passionne pour tout ce qui peut faire, moi j'appelle ça la différence qui peut faire la différence. Donc voilà, c'est en gros mon parcours professionnel. Parfait, merci beaucoup. En tout cas, on voit qu'on a affaire à une experte de toute façon. Alors, je vais pouvoir rapidement introduire le webinaire, Roxane, si tu le veux bien. Et puis, on va pouvoir commencer la petite série de questions que nous avons préparées. Alors, j'aimerais qu'on mette à plat et puis qu'on se rende tous compte que effectivement le savoir-être est tout aussi important que le savoir-faire. Que le savoir-être comprend plusieurs compétences humaines qui sont fondamentales, comme par exemple savoir tenir des conversations difficiles, savoir faire des confrontations efficaces, l'écoute, l'empathie, la bienveillance, tout ce genre de compétences humaines en fait qui sont tout aussi importantes que les compétences du savoir-faire, qui elles regroupent par exemple des compétences en gestion, des compétences en finance, en TI ou encore en marketing. Malheureusement, à l'heure actuelle, dans les entreprises, on n'accorde pas assez de valeur à ces compétences humaines et on ne contribue donc pas à un climat sain de travail, ce qui est quand même dommage, sachant effectivement la valeur de ces compétences humaines. Et surtout, par exemple, pour les gestionnaires et aussi pour les employés, ce qui va créer finalement au sein de l'entreprise un manque de confiance et c'est même tout le leadership de la compagnie qui va en souffrir. Donc, les neurosciences arrivent finalement à point nommé pour essayer de comprendre mieux son cerveau et son système nerveux, mais aussi pour mieux se comprendre soi-même et également mieux comprendre ses interactions avec les autres, ce qui est quand même très, très important quand on travaille en équipe au sein d'une entreprise. Maintenant, ça fait plus d'1 an et demi qu'on est en période de pandémie mondiale et c'est vrai qu'on a pu remarquer que les gens sont davantage à fleur de peau, parce qu'ils ont eu davantage besoin de s'adapter et que cela requiert plus d'énergie. Ils sont plus enclins à réagir fortement à des situations pour lesquelles ils n'auraient pas réagi peut-être de manière aussi forte dans le passé. Et finalement, leur limite de tolérance s'est en quelque sorte abaissée.
Alors, dans un contexte de pandémie comme celui dans lequel on vit actuellement, être capable de se voir aller et de voir l'effet que l'on a sur les autres devient un atout pour un milieu de travail beaucoup plus sain et beaucoup plus harmonieux. Alors, c'est dans cette direction-là qu'on va essayer d'aller aujourd'hui ensemble, Roxane. Donc, je pense que peut-être dans un premier temps, il serait important de pouvoir faire un petit tour d'horizon des neurosciences et comment elles peuvent être utiles donc dans un contexte professionnel, de travail, dans les organisations et dans les différents milieux professionnels. Je te laisse la parole, Roxane. Oui, ben, en fait, comme tu mentionnais au début, Pierre, ben, c'est sûr que les neurosciences, c'est un sujet qui est vaste, mais j'ai déjà mentionné que l'objet d'étude des neurosciences, c'est le cerveau, mais aussi tout le système nerveux. Donc, on est composé, notre corps humain, d'une foule de systèmes, puis on est un écosystème, en fait, ambulant. D'ailleurs, une des choses qui m'avait frappée il y a plusieurs années, c'était l'exposition Plastination, donc Bodies, cette exposition où j'avais été fascinée de voir l'intérieur du corps humain, de voir à quel point il y avait des ressemblances avec des éléments d'ingénierie que j'avais appris. Donc, tout le filage, le système électrique, pour des gens qui s'intéressent à la partie les signaux. Évidemment, pour des gens en TI, il y avait plein de liens aussi avec l'information, comment cette information circule. Puis, il y a aussi toute la notion de en fait, dans les dernières recherches en neurosciences, il y a tout ce phénomène de regarder l'homéostasie. Donc, ils appellent ça le body budget, donc notre budget en énergie, puis à quel point notre corps fait toujours ce qu'il faut pour être un peu en mode économe. Donc, si on regarde les neurosciences comme discipline, on dit, OK, c'est le cerveau, le système nerveux et toutes les interactions qu'il y a entre notre système nerveux, notre système immunitaire, le système digestif, etc. Donc, on est composé de tout ça. D'un point de vue plus global, si on le relie avec des domaines d'études, ben, ça fait partie du grand domaine des sciences cognitives. Donc, les sciences cognitives, à peu près dans les années 40, on a commencé à se apercevoir qu'on ne pourrait pas appréhender le comportement et l'esprit humain en ne regardant qu'en silo, par exemple, en psychologie ou en linguistique ou en intelligence artificielle. Donc, les sciences cognitives, c'est formé d'une 6 disciplines dont les neurosciences font partie. Fait qu'il y a aussi cet aspect-là. Donc, on pourrait dire que depuis les années 40, on s'intéresse d'une manière plus organisée à ce domaine d'études. Maintenant, un peu comme en psychologie versus la psychologie de base puis la psychologie positive qui est née puis qui est beaucoup un des fondements en coaching, qui est plutôt arrivé il y a à peu près 40 ans, beaucoup utilisé dans le domaine sportif au départ, donc pour des gens sains en santé et non pas l'étude simplement des maladies. C'est comme si mon domaine d'étude à moi, qui était le neuroleadership au départ, c'était vraiment les neurosciences appliquées au leadership. Appliquées, moi je dis aussi, je l'applique dans mon travail à la gouvernance et à la gestion. Donc, ma préoccupation première, c'est pas tant les maladies ou les problématiques, mais plutôt la performance et ce qui peut faire cette fameuse différence dont je parlais au tout début. Donc, voilà, en gros, là, au moins pour positionner les neurosciences, puis peut-être mentionner que quand je me suis mis à étudier un peu plus ce domaine, je me suis rendu compte à quel point Montréal était aussi une plaque tournante sur bien des aspects, puis le Canada aussi, parce qu'il y avait des citations que j'apprenais dans mes livres d'études, puis avec les professeurs, les docteurs dans le domaine, où ça faisait référence à des chercheurs canadiens ou des chercheurs en McGill. On parle de l'avenue du Dr Penfield à Montréal, donc le neuro, l'Institut Douglas qui a plein de cerveaux pour faire des études, puis aussi toute l'évolution en technologie et en équipement, au même titre que ça a servi à regarder dans le ciel il y a quelques siècles, puis s'apercevoir où on était dans cet univers, bien, le fait qu'on puisse entrer puis regarder dans le corps humain alors qu'on est encore vivant, et non pas quand on est décédé puis qu'on fait les tranches avec le cerveau pour essayer de voir qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur. Donc, on peut regarder maintenant l'intérieur du corps humain avec les scanners, les PET scans. Donc, on peut regarder à l'intérieur du corps humain alors qu'on est encore vivant, puis on peut être en train de faire des tâches cognitives ou faire des liens. Donc, le domaine de toutes les sciences cognitives a beaucoup avancé. Puis je dirais que, bon, tantôt, j'étais presque gênée que tu m'appelles une experte, là. Donc, il y a comme tellement d'avancées rapides dans ce domaine-là que juste, même en s'y consacrant à temps plein, on ne pourrait pas être complètement à jour. Donc, je ne voudrais pas me prétendre une experte, mais plutôt une personne qui fait des ponts
entre différents domaines, mais au service des gens qui sont en position d'être au travail dans les entreprises. Parfait, super. Justement, en parlant d'entreprise, concrètement, comment se servir de neurosciences dans le monde du travail? Bien, déjà, le fait de mieux comprendre comment le corps humain fonctionne. Tu sais, quand on étudie pour devenir ingénieur, par exemple, on étudie en administration au HEC ou qu'on étudie en informatique ou tous les domaines, qu'on fait de la recherche et développement en entreprise ou de la comptabilité ou peu importe, il y a vraiment peu d'endroits dans notre parcours scolaire, même au cégep ou à l'université, où on apprend sur notre corps. Moi, ça m'a frappé. En fait, c'était ça qui m'avait émerveillée, c'était de dire, oh mon Dieu, pendant, bon, certaines personnes nous diront 80 ans, 100 ans. Dans mon cas, moi, j'aimerais bien vivre jusqu'à 120 ans parce que je trouve que j'ai beaucoup à apprendre. Puis je trouve que le voyage sur Terre est pas assez long si on n'a pas suffisamment de temps de tout découvrir ce qu'il y a à découvrir ici. Donc, il y a peu de moments où on apprend comment on va vivre dans ce véhicule ou dans ce système qui nous est prêté. Puis on pousse tout le temps, on pousse du moment où est-ce qu'on est conçu dans le ventre de notre maman. Puis ensuite, bien, on sort. Et puis, entre autres, on sort alors qu'on n'est pas fini, on n'est pas terminé parce qu'on serait devenu trop gros pour sortir le pauvre ventre de maman, là, ça ne laisserait pas passer les bébés si on attendait d'être complété. Donc, on continue notre évolution en jeune âge, puis même les découvertes sur le cerveau ont démontré jusqu'à quel point il y avait des mythes ou des paradigmes dans le passé comme quoi c'était terminé, on arrivait avec un certain quotient intellectuel, on arrivait avec un certain bagage, puis que c'était fixe. Et que c'était terminé. Dans le domaine de l'éducation, il y a une dame qui a fait plusieurs travaux qui s'appelle Carol Dweck, qui a travaillé sur ce qu'on appelle le growth mindset. Puis après ça, si on ajoute à ça les éléments de neuroplasticité, à savoir les découvertes qu'on a faites sur la mémoire, qu'il y a quand même des nouveaux neurones qui peuvent grandir, même à l'âge adulte, alors que pendant des années, on croyait que c'était terminé. Tous les gens qui ont à faire un travail de réhabilitation, tous les gens qui pensent à l'apprentissage, dire hey, « je vais apprendre le violon, puis j'ai 72 ans », où je vais apprendre. Donc, notre capacité d'apprendre, notre capacité de se développer, elle est continue tout au long de notre vie. Même la masse musculaire, en fait, ça ne fait pas si longtemps qu'ils ont découvert que les gens, même plus âgés, peuvent produire de la masse musculaire. Donc, il y a comme, on découvre, moi, je pense, avec émerveillement, le potentiel de notre corps. Puis, bien, il y a des disciplines qui se penchent là-dessus. Tu sais, les kinésiologues vont travailler avec le côté, le mouvement. Les psychologues et les coachs travaillent avec le plus le côté, je dirais, le volet émotif et le volet relationnel. Les gens qui travaillent en nutrition. Donc, tous les athlètes de pointe ont accès à ces informations-là. Mais je me dis, pourquoi le monde du travail n'a pas accès à ces mêmes connaissances de pointe pour être au meilleur au quotidien? Oui, on veut performer au travail, puis aussi pour le bien-être, pour être en santé à long terme. Super. Et justement, donc, dans le domaine du travail, dans le domaine des entreprises, le gestionnaire, l'employé, comment il peut se servir, lui, concrètement, des neurosciences pour améliorer le climat de travail et être mieux dans son travail au quotidien? Bon, bien, à partir du moment où on dit qu'on est en bonne forme, là, on arrive au travail puis on n'est pas comme complètement défocusé parce qu'on n'a pas dormi ou on a tellement mal mangé qu'on a mal à l'estomac ou qu'on est prêt de faire une indigestion. Mais à partir du moment où, par exemple, mettons la base, on est en bonne santé, ben, une des choses qu'on apprend très rapidement à neurosciences appliquées au leadership ou à la gestion, c'est échanger calmement quand ça brasse. Donc, tout ce côté de, moi, j'appelle ça l'intelligence relationnelle. Bon, c'est sûr que pendant un bon moment, il y a eu le quotient intellectuel, on était dans l'intellect, le cognitif. Après ça, il y a eu toute la phase de l'intelligence émotionnelle avec Dan Goleman, là, qui a vraiment popularisé les travaux en sciences de ce côté-là. Mais là, avec ce qu'on appelle le social brain, donc le cerveau social, on se rend compte que nos cerveaux sont en réseau
et on a une influence les uns sur les autres. On commence à décoder un peu mieux ça. On connaissait des liens hormonaux au niveau endocrinien sur, par exemple, des femmes qui travaillent dans un même bureau. Si elles ne prennent pas la pilule, elles vont synchroniser les règles. Donc, au niveau endocrinien, on savait qu'il y avait comme quelque chose qui se connectait de façon un peu comme en Wi-Fi ou de façon invisible entre les êtres vivants. Mais là, on est en train de s'apercevoir qu'aussi au niveau du cerveau, il y a des liens qui se créent, entre autres avec les neurones miroirs. Sur la partie moteur. Puis là, il y a tous les débats entre les neuroscientifiques, c'est est-ce que les neurones miroirs expliquent ou non les phénomènes d'empathie. Donc, il y a les camps de ceux qui disent que oui, ça explique l'empathie. Il y en a d'autres qui disent peut-être que non. Mais à tout le moins, les fameux neurones miroirs nous permettent d'apprendre. Donc, apprendre en imitant, ça fait partie de notre bagage. Donc, dans le monde du travail, savoir qu'on peut apprendre en continu, savoir qu'on peut avoir, entre autres, des outils de gestion du stress. Donc, puis que le stress n'est pas un ennemi, que le stress, c'est de l'énergie, mais comment on fait pour la canaliser? Évidemment, on ne veut pas personne se retrouver en situation d'être en stress intense, là, où est-ce qu'on est en position de problème de survie. Mais il faut savoir que la boucle qu'il y a dans notre corps physiologique, elle, que ce soit une vraie menace de mort ou à la survie, comme un tremblement de terre, un tsunami, des problèmes au niveau de la guerre, bien, on n'est pas comme ça je veux dire, il n'y a pas ce genre de risque de mourir au travail dans les milieux des pays développés. Donc, mais malgré tout, notre corps agit comme si. Alors, comme si on était en danger, puis il peut faire ça plusieurs fois par jour. Alors, de fait de savoir comment on peut se prémunir de ne pas tomber dans cette boucle-là avec une intensité qui ne nous sert pas, bien, il y a des outils qu'on peut, puis c'est ça qu'on couvre dans la formation, comment on peut gérer le stress pour qu'il soit à un niveau qui fait qu'on est dans notre niveau de performance. Parce que quand on n'a pas du tout de stress, bien, on tombe un peu apathique, on manque de stimulation, on procrastine. Donc, le fait d'être dans notre zone, on appelle ça se retrouver dans notre zone optimale, donc c'est une bonne chose à savoir. Évidemment, une autre chose intéressante pour des gens, entre autres, qui ont à faire des travaux créatifs, puis c'est partout dans l'entreprise qu'on peut avoir des bonnes idées, bien, de savoir c'est quoi les 4 conditions pour se retrouver dans un mode qui nous met à avoir nos meilleures idées. Puis, je ne sais pas si on posait la question aux participants, puis on leur demandait, vous souvenez-vous à quel endroit vous étiez quand vous avez eu une idée brillante, là, quelque chose qui arrive de façon subrepticement, très rapidement, puis c'est comme, on a peut-être, et là, je ne veux pas donner les réponses tout de suite en parlant, mais posez-vous la question, où est-ce que vous étiez quand vous avez eu une idée géniale? Je ne suis pas certaine que vous étiez assis devant votre bureau. Donc, de savoir c'est quoi qui crée les idées géniales, il y a des conditions, bien, ça vaut la peine de le savoir dans une équipe de travail, puis pour le gestionnaire, puis pour les employés. Donc, ça fait partie des éléments qu'on couvre dans le programme de formation parce que je trouvais que c'était essentiel de l'aborder. Effectivement. Ben oui, il y a beaucoup de gens qui ont répondu à cette question en disant aux toilettes, par exemple, dans un lieu calme, dans mon lit au réveil, dans ma douche. Effectivement, c'est souvent dans des lieux, dans des lieux propices à la réflexion, finalement, aux pensées. Oui, puis en même temps, je pourrais mentionner que parfois, un bon fou rire, donc quelque chose qui détend l'atmosphère, quand on rit, quand on rit, plusieurs personnes rient ensemble. C'est sûr que je reviens à le domaine ondulatoire, les fréquences. Donc, on émet des fréquences, on se synchronise en fait. Comme un orchestre, quand on va voir un spectacle d'un orchestre symphonique, avant de démarrer le spectacle, les musiciens, ils s'accordent. Ils s'accordent, puis ensuite, ils peuvent jouer harmonieusement. Une équipe sportive, ils vont avoir des pratiques, il va avoir des jeux, il va avoir des stratégies, le coach va faire pratiquer un certain nombre de choses. En entreprise, comment on pense qu'on est toujours en improvisation, mais on sait que pour improviser, ça prend des très, très, très bons musiciens. Donc, est-ce qu'on est tous des assez bons musiciens et excellents musiciens qu'on peut tous improviser quand on se fait mettre dans une équipe où ça prend quelque chose pour se mettre sur la même longueur d'onde au départ? Donc, connaître quelques notions de neurosciences peut éviter beaucoup de tâtonnements, beaucoup de perte de temps, puis de savoir ce qu'on fait. Tu sais, de vraiment, moi j'appelle ça, c'est presque devenu pour moi une compétence de base de gestion, là, de savoir
qu'est-ce qu'on a. Puis c'est sûr que là, on met beaucoup le focus sur le cerveau, souvent quand on parle de neurosciences, mais j'aimerais vraiment m'assurer que les gens qui assistent à ce webinaire comprennent qu'il y a tout un amas de neurones dans le cœur. D'ailleurs, notre cœur peut parfois débattre avant qu'on sache pourquoi il débat. Mais l'information est rentrée au niveau physiologique. Est-ce que c'est un son qu'on a capté? Est-ce que c'est une odeur qui est rentrée dans notre nez, puis à notre insu, puis oups, il y a quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous. Puis il y a aussi un très gros amas de neurones au niveau de l'intestin. On appelle ça le microbiome. Puis là, les liens, on parle de santé globale ces temps-ci en période de pandémie, puis de santé mentale. Puis là, on sait maintenant qu'il y a à peu près un très, très haut pourcentage de sérotonine qui est produite dans notre intestin. Donc, le lien avec la nutrition. Fait que je pense que cette compréhension qu'on est un écosystème, puis qu'on peut optimiser les paramètres. On n'a pas besoin d'être un athlète olympique pour sentir que ça peut être utile de faire ça. On peut être un professionnel, on peut être un gestionnaire, on peut être un dirigeant d'entreprise, puis que ça nous serve tout autant. Donc, moi, l'idée, mon intention, c'était vraiment de dire comment je peux prendre toute cette information puis de la rendre, entre guillemets, digestible pour des gens en situation de travail professionnel qui n'ont pas peut-être accès à toutes ces informations-là. Mm-hmm. Si maintenant je prends une situation là plus ou moins concrète, par exemple dans le cadre d'interactions avec des collègues, avec son gestionnaire ou peu importe dans le milieu de travail, est-ce que tu aurais des astuces, des outils pour utiliser justement les neurosciences à bon escient? Oui, on en couvre un certain nombre là, dans la formation plus en détail, mais c'est sûr que le premier outil, puis on le prend tellement pour acquis, c'est entre le moment où on prend notre première respiration pour amener l'oxygène par les poumons, puis le dernier moment de notre vie, où c'est la dernière respiration, on respire tout au long. Puis je pense que les gens qui nous écoutent en ce moment, avec qui s'intéressent au sujet, vous savez que si on a peur, on fait quoi? On arrête de respirer. Ça veut dire qu'il y a comme quelque chose dans notre environnement qui fait en sorte qu'on doit être sur nos gardes. Donc, le premier outil, c'est un contact avec sa respiration et entre autres l'expiration. Puis pourquoi, quand on se met à comprendre, souvent dans le monde des affaires, en tout cas les gens moi, que je côtoie, il y a beaucoup de gens, moi je les appelle des gens assez logiques et rationnels, là. Que ce soit mes collègues de mon domaine d'études ou après en gouvernance ou en finance ou peu importe, il y a comme des gens assez rationnels et logiques. Puis des fois, le fait de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, ça nous aide à avoir envie de le faire. Donc, un exemple sur la respiration, c'est que c'est connecté avec un de nos 12 nerfs crâniens, notre expiration, en fait, via le diaphragme, et c'est connecté, donc ça fait le lien, la respiration, l'expiration, entre autres, avec notre système parasympathique. Puis le système parasympathique, c'est celui qu'on appelle, en anglais, on dit « rest and digest ». C'est celui du repos et de la digestion. Alors que notre autre système, le sympathique, c'est celui qui nous met en action. Et il faut avoir comme une espèce de dosage équilibré entre les deux. Donc, un exemple d'outil, c'est de se remettre en accès avec notre respiration. Puis la respiration, c'est quand même composé de l'inspiration et de l'expiration. C'est une onde. Et quand on fait cette onde-là à différentes fréquences, on obtient différents résultats au même titre que si on faisait rentrer un signal dans un circuit électronique. Donc, le fait de comprendre ce lien-là, les yogis sont les experts de la compréhension du lien entre le input signal, là, puis le signal de sortie. Le signal de sortie étant notre comportement, nos pensées, nos croyances, nos bonnes idées ou nos moins bonnes idées. Des fois, on peut broyer du noir. Donc, avoir accès à la respiration d'une manière, je dirais, songée et plus intelligente. Et puis, moi, des fois, je dis aux gens, écoutez, respirer, là, c'est gratuit et non taxable. On a accès à ça en tout temps. Donc, mais de savoir comment le faire pour produire un certain effet désiré, c'est un atout. Puis, il y en a plein d'autres trucs, là, mais j'ai quand même envie de garder un petit teaser pour les gens qui voudront venir à la formation parce que j'ai plein de trucs. J'ai plein de trucs dans mon sac. Effectivement. J'aimerais juste peut-être, ouais, je sais que c'est...
Excuse-moi, Pierre, c'est ça, je me demandais, je pense pas qu'on a prévu de faire un exercice durant le webinaire au niveau de la respiration, hein, je ne croirais pas. On va garder ça, Non, on va non, garder non, ça pour effectivement, en non, classe. on n'aura OK, pas ça. c'est bon, c'est bon. Mais tu m'avais surtout parlé du choix des mots lors de conversations. Est-ce que tu pourrais un petit peu développer ça, s'il te plaît? Oui, Ça, je ah trouve oui, ça oui, oui, intéressant. avec plaisir. Bon, ben, tu sais, là, j'ai parlé de retour au corps parce que ça, c'est quand même fondamental, puis c'est très rapide à enseigner et très accessible. Donc, ça, c'est une chose. Après ça, évidemment, bon, on a tout le côté verbal. Dans notre communication, le choix des mots peut, dans certains cas, moi, j'appelle ça, il y a des mots qui sont des plures de banane parce qu'on glisse dessus, parce qu'on trébuche. Parce qu'on crée une réaction chez un collègue qui n'était pas du tout notre intention. Donc, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent être utiles en contexte d'une conversation, entre autres délicate, qui, moi, j'appelle ça, bon, le cerveau peut être déclenché par un certain nombre de choses. Il y a un modèle du Neuroleadership Institute que j'utilise et que je rends accessible dans la formation. Donc, on y va en détail, mais je donne un exemple. Qu'est-ce qui est arrivé donc l'autre jour? Je ne me souviens pas, c'était dans justement, une de nos conversations de préparation. Puis je me disais, ah mon doux, il faut faire attention à ce qu'on dit parce que ça fait comme ça met le poids. C'est comme si ça remettait à l'autre la responsabilité que c'était de sa faute si ça n'allait pas bien. Qu'est-ce que j'avais dit donc? Ah oui, c'est ça, c'est comme, mettons que tu es avec quelqu'un, puis tu te dis, ça me stresse quand tu fais telle chose. Bien là, c'est comme si j'étais stressée, c'est rendu que c'est de ta faute. Bien là, je m'excuse, là, mais c'est comme si je suis stressée, ça m'appartient. Donc, il y a comme une notion de responsabilisation. Donc, de mettre sur le dos d'un collègue, d'un patron, d'un employé, notre état intérieur, c'est quand même, en fait, moi je dis, c'est quand même remettre une responsabilité à quelqu'un d'autre de notre état. Je pense qu'on peut se réapproprier notre état. Donc, les mots purs de banane, ce sont tous les mots qui présument que mon état de découragement, mon état d'énervement, mon état de colère, mon état de tristesse, mon état de fatigue dépendrait de quelqu'un d'autre que moi. Bien, bon, si je suis un enfant, c'est peut-être, ça se peut, parce que je suis en train d'apprendre comment devenir autonome. Mais si je suis devenue à l'âge adulte, puis je pense encore que mon état intérieur dépend des autres, puis que je n'ai pas pas décloisonné, mais je n'ai pas détaché le fait que la situation, l'environnement peut induire chez moi un état, mais que cet état, ensuite, je le travaille et il m'appartient et je décide ce que j'en fais. Bien là, c'est un apprentissage. Là. Il y a comme une maturation, puis il y a des outils pour ça. Donc, ça fait partie. Donc, si je dis, ah, c'est la situation, par exemple, c'est à cause du trafic. C'est à cause de l'attente. Je suis sur une liste d'attente, c'est à cause de l'attente que je suis dans tous mes états. Mais je pourrais être, il y a quelqu'un d'autre qui peut être dans la même attente au téléphone, puis décider qu'il va méditer, décider qu'il va chanter, décider. Tu sais, il y avait quelqu'un que je connaissais, un de mes coachés, puis l'idée, c'était de toujours arriver au prochain rendez-vous avec l'énergie au maximum. Puis, entre autres, un des vœux de cette personne, puis on avait travaillé ça ensemble, c'est qu'il disait, quand je pars le matin de la maison, je suis avec les membres de ma famille, mes enfants, ma femme, tout ça, je suis en top shape. Mais quand je vais revenir le soir, là, je veux redonner le meilleur à ma famille. Je vais être encore en top énergie. Donc, je ne veux pas, comme quand je reviens chez moi, bien là, je t'ai ramassé en petits morceaux à la petite cuillère. Fait que là, je disais, OK, c'est quoi tes stratégies pour conserver ce niveau d'énergie-là tout au long de la journée? Bien, il dit, moi, j'adore chanter. Bon, j'ai dit, mais il chante super mal. Mais à chaque fois qu'il était entre deux rendez-vous ou en transit, puis en plus, il était dans une ville où est-ce que c'était mieux de sauter dans un taxi que d'essayer de se déplacer en véhicule, là, parce qu'il n'y avait pas de stationnement, c'est une grande métropole là, sur la Terre. Bien, il disait, j'avertis toujours le chauffeur de taxi que occupez-vous pas de moi, je vais chanter à tue-tête. Puis il dit, quand je débarque du taxi, ben, j'arrive à mon prochain rendez-vous, puis je suis en pleine énergie pour soit une rencontre, soit une négo, peu importe ce que j'ai à faire. Fait que donc, il y avait au départ une intention. Je veux maintenir mon énergie bonne tout au long de la journée.
il y avait donc une intention et ensuite une décision, puis ensuite des stratégies spécifiques pour arriver à ces fins. Et bon, c'est sûr qu'en coaching, on travaille toujours avec cette idée-là d'avoir une intention, une direction, puis ensuite des objectifs sur la route, puis ensuite des stratégies pour éliminer les obstacles, puis aussi de s'occuper au niveau de la physiologie, des succès. Les petits succès créent de la dopamine. La dopamine nous donne de la motivation. La motivation, c'est ça qui nous sert à avancer. Donc, quand on connaît ces mécaniques-là dans le corps, bien, on est capable de les utiliser. Et c'est ça la beauté de la chose. Mhm. Super. J'aimerais revenir sur quelque chose dont tu parlais un petit peu avant, là, notamment la santé mentale. C'est sûr qu'en cette période de pandémie, on en parle de plus en plus de santé mentale, et puis tant mieux, de stress et d'anxiété notamment. Est-ce que tu peux nous parler un peu du stress? Est-ce qu'il est si mauvais? Est-ce que c'est possible d'en faire un allié finalement du stress? J'ai envie de dire assurément. D'ailleurs, en fait, le stress, c'est notre allié pour notre survie. Donc, au départ, on est content d'en avoir. Pas de stress, on ne survit pas. Un autre élément, tu sais, je mentionnais au tout début que, bon, j'avais découvert à quel point Montréal est une plaque tournante des neurosciences. C'est Hans Selye, qui est le premier qui a utilisé le mot stress, non pas en mécanique, en résistance des matériaux, tu sais, qui s'était utilisé dans le monde du métal, parce que le mot stress, c'est quand ça cassait, hein, quand il y avait de la fatigue dans les matériaux, puis à un moment donné, d'un coup de sec, ça cassait. Donc, c'était le premier qui a pris le mot stress, qui est un mot d'ingénierie, puis qui l'a amené dans le domaine de l'humain, de la santé, puis dire, ben oui, l'humain peut casser avec la boucle de stress, donc Hans Selye. Donc, cette boucle-là, c'est-à-dire il y a des en fonction de la charge que l'on a, en fait, moi, j'ai envie de dire que le stress se produit en fonction de notre perception de l'écart entre les ressources requises par une certaine situation dans notre environnement, puis celles qu'on possède, quand il y a un delta. Quand ce delta-là, ou l'écart, est tellement grand qu'on se sent inapte à survivre dans cet environnement-là, la boucle se génère. Bon, là, c'est un peu imagé là, comme façon de faire. Et la boucle de stress, bon, tu sais, on retourne, d'ailleurs, Sonia Lupien, c'est elle qui dirige le Centre d'études sur le stress humain, qui est ici au Québec, à Montréal, qui parle beaucoup dans les médias, qui fait beaucoup de vulgarisation, qui vient de publier un livre là, de mise à jour. Elle le fait à tous les 10 ans. Elle a parlé aussi du stress, entre le lien entre les enfants puis les parents, la maman et le papa. C'est quoi le stress qui peut être induit même pendant la période des enfants? Mais quand tu dis, c'est-tu utile le stress? Fait que oui, un grand oui. Maintenant, c'est le dosage. C'est un peu comme un médicament, c'est la posologie. On ne veut pas qu'il y en ait trop, on ne veut pas qu'il y en ait tellement qu'il nous empoisonne la vie, notre stress, parce que là, il nous met en dépression parce qu'on est tellement plein d'adrénaline puis de cortisol que nos organes... Tu sais, des fois, j'utilise l'analogie de la piscine. Tu sais, au printemps, là, quand la piscine est pleine d'algues, puis là, on fait un traitement choc pour que l'eau devienne claire et belle, puis qu'on puisse s'y baigner. Mais notre corps, c'est un peu comme une piscine dans laquelle nos cellules flottent, se baignent, puis en plus, on a plein de bactéries, puis on est comme un condo avec plusieurs propriétaires parce qu'on héberge une série d'éléments qui ne sont pas nos cellules, mais qui font un travail pour nous. Donc, le fait de s'occuper de la qualité de cocktail, on veut faire un bon cocktail dans cette piscine qui est notre corps, puis un peu de stress nous met en zone de performance, mais trop, c'est que là, ça goûte vraiment plus bon. Puis on ne veut pas non plus se rendre jusqu'au burn-out où est-ce que là, c'est des glandes surrénales qui ont tellement travaillé qu'elles sont épuisées, puis là, on n'est plus capable de produire ce qui nous met en action. Donc, le fait de comprendre ces nuances-là, puis de doser entre les ressources que l'on possède. Puis, il faut dire, on n'arrive pas tous s'équiper de la même manière. Hein? Il y en a qui sont bien bons pour faire du saut en hauteur, puis il y en a qui sont bons pour faire des sprints, puis d'autres qui sont bons pour faire des marathons, mais c'est un peu la même chose au travail. Fait que si on est en train d'essayer de faire une discipline qui ne nous cadre pas avec qui on est, bien, on peut être en train de se stresser trop ou de s'épuiser. Puis là, de ne pas réaliser qu'on est en train de se faire du tort, bien souvent à nous-mêmes, à notre santé, puis aussi aux gens autour de nous, parce que quand on n'est pas sur notre X, bien, on n'est vraiment pas à notre meilleur. Puis il y a plusieurs personnes autour qui en souffrent. Puis là, bien, je dirais, moi, je ne suis pas une experte de la maladie mentale, mais moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui s'expliquent par le fait que les gens, parfois, s'efforcent de demeurer dans un endroit qui n'est pas bien pour eux.
Puis moi, des fois, j'ai le goût de dire aux gens, bien, tu sais, les plantes ne peuvent pas se déplacer. Là, il y en a juste une sorte d'arbre que je connais qui peut bouger un petit peu avec ses racines, là. Je pense que c'est en Amérique du Sud. Mais les humains, nous, on a des jambes. On peut se déplacer. Donc, si on est à un endroit qui n'est pas favorable, bien, on peut changer de place, ce qui n'est pas le cas d'un arbre. Donc, des fois, c'est bon de se le rappeler. Je dis ça avec un ton humoristique parce que des gens, des fois, on a l'impression qu'ils restent à un endroit qui n'est pas sain pour eux. Puis là, tu te dis, bien là, regarde, as-tu regardé c'est quoi les options? C'est quoi les possibilités? Est-ce que tu dois demeurer dans un endroit qui n'est pas bon pour toi? Non. Donc, des fois, il y a des préparatifs à faire pour qu'on fasse un changement requis. Puis quand on est bien, ben, c'est d'avoir la gratitude pour savourer à quel point on est bien, puis que ça, ça aussi, ça fait sécréter des hormones puis des neurotransmetteurs qui sont bons et utiles pour nous, pour notre performance et pour notre santé. Tu dois sentir parfois que je parle aussi de santé et de performance. Et dans mon côté, moi, je suis fondatrice d'Evolutrek pour le côté l'énergie vitale des leaders, mais j'ai aussi fondé une petite organisation qui s'appelle Qui l'eût cru. Puis Qui l'eût cru, c'est mon côté santé, là, où j'accompagne des gens dans des spas, destinations pour qu'ils vivent des retraites, pour justement que l'on les met dans un environnement pendant plusieurs jours, là, que ça peut être 7 jours, ça peut être 21 jours, où est-ce que là, on change vraiment la biochimie du corps par toutes sortes d'approches. Puis là, ils vivent l'expérience, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'apprendre non pas de façon intellectuelle, puis dans un atelier d'une journée, comme ce que l'on fait, puis il y en a qui ont besoin j'appelle ça une immersion. Donc, je fais aussi ce côté-là, mais plus dans mon côté, mon autre côté, là, avec Qui l'eût cru. D'accord. Dernière question, Roxane, parce que je vois que le temps tourne. Comment gérer son quotidien en conscience de ce qui peut optimiser nos facultés cognitives, justement? Bien, ça me permet ta question d'aborder l'importance du sommeil, puis l'importance de le cycle circadien. Donc, les fameux piliers, excuse-moi, je vais reprendre ma voix, je vais prendre un peu quelque chose à boire. Donc, le lien avec les piliers de santé de base dans le quotidien, pardon, je ne vais juste pas tousser dans le microphone, les écouteurs de tout le monde. Bon, éclaircir ma voix. Donc, le côté, le sommeil, c'est quand même un des piliers importants pour la performance. Il y a eu une époque, un peu le mythe là, des hyper-performants. Moi, je n'ai pas besoin de dormir, puis je fonctionne quand même. Cette époque-là, on pourrait dire qu'elle est vraiment révolue dans le contexte des dernières études là, sur les neurosciences. Le fait de comprendre à quoi sert le sommeil, qu'on fait, dans le fond, le sommeil sert à faire du ménage dans notre cerveau. Les cellules gliales, on parle souvent des neurones dans le cerveau, mais il y a aussi toutes les cellules gliales et tout le travail qu'elles font pour la bonne santé. Puis là, on commence à faire des liens avec les maladies de dégénérescence cognitive, donc l'impact sur le sommeil. Donc, si ta question, c'est au quotidien ce qu'on fait, j'aime mentionner que ça nous prend quand même un certain nombre de piliers. Il y en a, je dis des fois, les 4 pattes d'une table, puis avec une bulle autour de la table. Fait qu'imaginez-vous les 4 pattes de la table. Une des pattes, on parle du sommeil, mais le sommeil, pas seulement, le repos. Donc, la possibilité de faire des siestes pour ceux que la nuit est entrecoupée. C'est quoi les durées optimales des siestes? À quel moment on fait une sieste de matin versus une sieste d'après-midi pour les gens qui sont des créatifs? Très important parce qu'on ne fait pas la stimulation des mêmes endroits. Donc, il y a des trucs aussi à découvrir là-dedans. Donc, premier pilier, le sommeil. Deuxième pilier, je parlais tantôt du microbiome puis du lien avec des neurotransmetteurs comme la sérotonine. Donc, la nutrition. Puis, il faut quand même connaître la nutrition qu'on appelle les nutritions hypotoxiques. Donc, celles qui minimisent la toxicité, celles qui minimisent la perméabilité intestinale, qui fait qu'il y a des ingrédients qui ne devraient pas circuler dans notre corps, qui se retrouvent dans notre corps. Donc, ça, c'est bon que les gens le sachent parce qu'avec cette information-là, on comprend tous les phénomènes inflammatoires. Puis, l'inflammation explique au moins 91 maladies en ce moment. C'est documenté, c'est connu, mais je trouve que c'est peu connu dans monsieur, madame, tout le monde. Fait que deuxième pilier. Troisième pilier, moi, j'appelle le pilier de la joie de vivre. Le pilier
de se sentir à la bonne place au bon moment, le pilier des relations saines versus des relations toxiques. Bon, tout ce pilier-là, je veux pas l'appeler volontairement une attitude positive, parce que même dans les recherches récentes, l'attitude positive forcée est une violence à la réalité émotionnelle de certaines personnes. Tu sais, c'est comme tu dis un enfant qui tombe, tu fais comme si ça faisait pas mal, ben, c'est sûr que ça fait peut-être pas mal sur le bras quand ça fait mal sur le genou. Fait qu'on peut prendre l'attention, parce que l'attention, c'est un peu comme un spot qu'on a ici dans le front, comme les gens qui avaient dans la mine, là, qui travaillaient dans les mines, c'est un spot, l'attention. Puis il y a des gens qui ont un spot large, qui ont de la misère à ne pas être distraits. Puis en passant, c'est de base, le spot large, parce que notre cerveau est fait pour voir si dans notre environnement, il y a quelque chose qui est dangereux. Et on peut décider qu'on veut ramener notre attention à quelque chose. Donc, on peut se pratiquer pour développer notre attention, puis choisir où on met notre attention. Les publicitaires paient des fortunes pour capter notre attention. C'est des experts à l'idée de capter notre attention, mais nous, on peut décider où on veut porter notre attention. C'est ça qu'on a en arrivant sur la planète. C'est qu'on a un certain nombre de minutes d'attention, de 24 heures par jour, tout le monde, puis c'est nous qui décidons où on le met. Donc, je dirais l'attitude de se retrouver, je dirais l'enthousiasme, qui est le 4e pilier. Puis évidemment, il y a un autre pilier qui est le mouvement. Tu sais, l'activité physique, notre corps, quand il est immobile, bien, d'ailleurs, on est obligé de bouger les gens quand ils sont immobiles parce qu'ils font des plaies. Donc, notre corps est fait pour bouger parce qu'il faut activer notre lymphe, qui est notre système immunitaire, en tout temps. Donc, il faut activer. Puis c'est ça qui amène l'oxygène aussi à chacune de nos cellules, incluant celles qui sont dans notre tête et dans notre cerveau, dans notre cœur, dans notre intestin. Donc, ça, c'est les 4 piliers de base. C'est bon de savoir. Puis, évidemment, je dis autour qu'il y a une espèce de bulle dont il faut s'occuper, qui est la bulle de l'environnement, c'est-à-dire que est-ce que je suis dans un environnement où je bois de l'eau polluée? Est-ce que mon air est pollué? Est-ce qu'il y a de la vibration qui fait qu'à la fin de la journée, je suis épuisée et on dirait que je ne sais pas pourquoi? Donc, l'environnement qui est autour de nous, qui affecte l'ensemble de nos cellules. Fait que donc, avec ces 4 piliers, la bulle de l'environnement, on vient déjà d'avoir ce que j'appellerais une piscine où est-ce qu'il y a de l'eau claire qui peut être là. On peut avoir les idées claires, nos idées géniales, puis être à notre meilleur au travail aussi. Et pour notre famille. C'est quand même important. Oui, oui. Écoute, Roxane, je pense qu'il va être temps de conclure. Je te proposerais de rapidement nous parler de la formation que tu donnes chez Technologia par rapport aux neurosciences. Et ensuite, Oui, on va pouvoir passer aux questions. D'accord, je fais ça. Alors, donc, le cours, on l'a formulé de telle sorte qu'il puisse se donner en 2 demi-journées en virtuel synchrone. Ça peut se faire évidemment sur place, mais là, on l'a fondé dans une époque de notre vie où on est plutôt en virtuel. Pourquoi on a fait ça comme ça? C'est pour permettre justement des bons apprentissages, une bonne assimilation entre les 2 blocs, la possibilité de certaines réflexions ou certaines observations entre les deux. Donc, ça dure 6 heures, c'est 2 blocs de 3 heures. Puis, on couvre un certain nombre de sujets. Un des sujets, c'est justement comment gérer le stress, puis comment l'utiliser comme un levier d'énergie avec un certain nombre de trucs, là. Donc, il y en a plus que celui qu'on a abordé tout à l'heure. Il y a toute la notion de compréhension et de gestion de ce que j'appelle notre attention et versus les distractions. Comment est-ce qu'on peut se mettre en situation de gérer cette attention. Tu sais, quand on a la marée des courriels, la marée des textos, les gens qui essaient de nous rejoindre au téléphone, c'est presque rendu un peu plus rare. Mais c'est comme si tout le monde essayait de rentrer par différents canaux pour nous rejoindre. Comment on fait pour vivre dans cet environnement-là, qui est l'environnement de 2021 et de l'avenir? Donc, comment on fait pour préserver notre attention puis notre capacité de focusser, de se concentrer, puis d'être créatif, de résoudre des problèmes. Fait que ça, on l'aborde dans la formation. On aborde aussi les biais cognitifs. Dans une période où est-ce qu'il y a beaucoup de polarisation, de comprendre que dès qu'on a un cerveau humain, on a des biais. Dans un discours ambiant où est-ce que c'est comme si on devrait se sentir coupable d'avoir des biais, en fait, on a tous des biais, mais comment élaborer des stratégies pour favoriser l'inclusion quand il y a de la diversité? C'est hyper important d'avoir ces connaissances-là, il me semble, pour créer des milieux de travail plus harmonieux, plus inclusifs. Donc, il y a vraiment des trucs à savoir, puis il y a des stratégies à mettre en place, mais de comprendre c'est quoi
évidemment, il y a plus de 200 biais qui ont été documentés. Mais là, d'avoir des points de repère, il y a 6 grandes catégories, après ça, des stratégies. Voilà un élément qu'on aborde dans la formation. Puis je donne aussi des pistes, puis c'est qui les chercheurs qui sont dans les différents domaines pour que les gens qui accrochent plus à un volet qu'à un autre dans la formation, bien, ils peuvent après creuser davantage ou on peut en parler par la suite. Il y a les biais. Évidemment, il y a toute la notion, on disait tantôt, d'échanger calmement quand ça brasse. Donc, j'aborde le modèle qui s'appelle SCARF, qui est un modèle du Neuroleadership Institute, donc toute l'équipe de David Rock, vraiment simplifier ce qui peut déclencher le cerveau en situation sociale, 5 situations qui déclenchent les gens, donc savoir comment les éviter pour soi-même, pas se mettre dans ces situations-là, puis savoir comment ne pas les générer un peu non intentionnellement, ça peut vraiment être un atout pour préserver des bonnes relations avec le maximum de gens possible, pas se créer des ennemis inutilement. Puis, en dernier lieu, ben, j'appelle ça sortir d'une impasse, là, quand on dirait qu'on bute, tu sais, comme on bute sur un problème, il y a une équipe qui bute sur un problème ou un individu, nous, on bute sur un problème, puis on dirait qu'on est dans un cul-de-sac, qu'on n'est plus capable d'avancer. Comment en sortir en connaissant les neurosciences? Ben voilà un des éléments qu'on couvre aussi dans la formation. Voilà, super, merci beaucoup. Ben c'est ça, je rappelle aussi qu'il y a donc 2 périodes de diffusion en septembre et en octobre, les 14 et 17 septembre et 26 et 29 septembre. Et octobre, pardon. On va gentiment pouvoir passer aux questions. Alors, je vois qu'il y a une question de Denis. Quels sont les 2-3 principaux mythes à corriger grâce aux nouvelles connaissances en neurosciences, selon toi, Roxane? Ben, un des mythes, en fait, un des mythes, c'est intéressant parce que récemment, j'avais une conversation avec une collègue qui est une neuroscientifique, puis on parlait de, tu sais, bon, entre autres, la visualisation pour l'atteinte d'un objectif versus avoir l'intention de, puis comment pour certaines personnes, la visualisation, on ne peut pas juste visualiser l'objectif final parce que pour certaines personnes, ça les met dans un état qui est un état de non-ressources et un état de découragement parce que leur corps tout entier résonne non, ça ne se peut pas. C'est par exemple, si moi, je visualise que je suis sur le podium avec une médaille olympique, bien, c'est sûr que mes cellules, c'est comme il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui fait non. Et que quand on génère ça, en fait, c'est contre-productif. Donc, il y a comme une espèce de, j'appellerais ça en bon québécois, de fine-tuning pour bien utiliser à quel moment la visualisation, puis dans des moments où c'est spécifique. Donc, ce n'est pas juste un objectif atteint qui ne fait pas de sens pour les cellules de notre corps, puis qu'il y a quelque chose qui dit non à l'intérieur de nous. Donc, ça, c'en est un des mythes que je trouvais important d'aborder. Un autre élément important aussi, c'est la notion de se fixer des objectifs très ambitieux. Oui, c'est bien de se fixer des objectifs très ambitieux, mais il faut avoir des étapes où est-ce qu'on enlève les obstacles et où est-ce qu'on a, j'appelle ça des boucles de succès, pour produire la dopamine qui nous met dans l'état d'être motivé pour atteindre, pour faire. Autrement dit, c'est comme s'il y a comme quelque chose à sauter. On veut monter une côte ou une montagne. Bien, il faut mettre les marches à la hauteur de ce qui est accessible à la personne, juste un peu pour que ce soit stimulant, challengeant, parce que si c'est trop facile, là, c'est comme il y a quelque chose de trop ordinaire, mais pas de telle sorte que ça génère le découragement. Ou en tout cas, si ça génère le découragement, il faut travailler sur l'énergie à ce moment-là de la personne qui a affronté l'obstacle et avoir le système de support social pour que la personne gravisse les échelons à ce moment-là. Puis lui donner de l'énergie et l'encouragement pour que ça puisse arriver. Fait que ça, c'est un autre des mythes. Donc, l'espèce de comme, oui, il faut être ambitieux, oui, mais il faut produire aussi la dopamine. Puis pour la produire, il faut avoir des succès. Donc, il faut avoir des petits succès pour continuer à nourrir la boucle de motivation. De mettre quelqu'un en situation de perpétuel échec, ça ne crée pas l'état qui fait que la personne elle va continuer de faire ce qu'elle a besoin de faire ou faire l'entraînement qu'elle a besoin de faire. Fait que ça, c'en est 2. Je ne sais pas si on a vu plus que ça. Avec le temps que je vois le temps qui file, puis je sais qu'on veut être très respectueux. On a une nouvelle question. Alors, comment avec les neurosciences une situation où un collègue vous agresse? Car si on tend la main mais qu'on vous la mord,
comment faire pour régler? Vous voulez dire qu'on la mord comme ça? Tu sais, tantôt, on parlait les mots, le choix des mots. Ben, c'est sûr qu'en situation où est-ce que, tu sais, le stress, la boucle de stress, on a 3 stratégies de base au niveau biologique. Hein. On dit en anglais, on dirait fight, flight or freeze. En français, fuir, foncer, figer. Je n'ai peut-être pas mis dans le bon ordre. Donc, c'est sûr que vis-à-vis quelque chose qui peut nous agresser, on a au moins ces 3 choix-là. Moi, je vous avoue que comme coach qui travaille avec des exécutifs, j'en ai une autre série de mots qui commencent par des F qui s'ajoutent à la biologie. Si ça vous intéresse, si ça pique votre curiosité, on pourra s'en reparler. Mais déjà, au départ, c'est que face à une agression, on a trois choix possibles. Donc, on peut, si on se sent d'attaque, moi, je ne foncerai jamais sur quelqu'un qui est plus fort que moi. Là, je veux dire, je prendrais l'option de m'en aller si on peut. Mais évidemment, moi, je ne travaille pas avec des gens qui sont dans les prisons, par exemple, là, en situation correctionnelle, où est-ce que la personne est vraiment dangereuse et elle peut me taper dessus. Là. Donc, dans les bureaux, c'est plutôt rare. Donc, ce n'est pas la clientèle avec laquelle j'ai l'habitude de travailler, mais il faut se souvenir qu'on a au moins ces 3 choix biologiques-là. Fight, flight or freeze, ou foncer, fuir ou figer. Ça, c'est de base. Donc, s'il y a quelqu'un qui veut vous mordre les doigts littéralement, je ne sais pas, un enfant en crise, dans le monde du travail, moi, je n'ai jamais eu à faire affaire avec quelqu'un qui voulait me mordre les doigts. Là. Puis là, ben, à ce moment-là, c'est décrire la situation, mais de se rappeler en tout temps qu'on n'est pas obligé de rester là. Ça, c'est la base de la base. Là. C'est de signaler à l'autre personne qu'on va attendre d'être dans un état d'esprit plus calme pour aborder une situation épineuse parce que ce n'est pas le bon moment, parce qu'on voit bien que la personne est dans tous ses états. On dit, mais écoute, la personne elle va se calmer, on va préparer une conversation. Là, je parle de conversation. Là. Moi, je ne parle pas en situation où est-ce que les gens se battent. Là. Je ne sais pas si je suis assez précise. Là. Ben, je pense que si. Je pense que tu as bien répondu à la question. Je n'ai pas eu de retour de la personne qui a posé la question pour l'instant. OK, ben peut-être mentionner, parce que là, elle a dit mordre les doigts. Tu sais, moi, en fait, le choix des mots, pour moi, il est quand même important. Donc, là, je n'étais pas certaine si c'était au sens figuré ou au sens littéral, parce je qu'il y a pense quand que même c'était une image. Oui, parce que, tu sais, dans le domaine de Ouais, l'éducation, il y a quand même des professeurs qui pourraient, ou des psychoéducateurs qui pourraient être devant quelqu'un qui veut leur mordre les doigts. Fait que là, je ne savais pas trop si c'était quel contexte là, qu'on a à illustrer. Là. La question initiale, c'était si un collègue nous agresse, en fait. Donc, je pense que c'était une image, effectivement. Ben, tu vois, on a un super exemple là, de choix des mots. Tu sais, là, si un collègue m'agresse, OK, le mot agresser, c'est est-ce qu'il m'agresse physiquement? Dans le fond, il vient dans ma bulle. Est-ce qu'il veut me frapper? Est-ce qu'il m'agresse verbalement? Le mot agresser est un mot plure de banane. Parce que des gens, les agresser, ce n'est pas les regarder quand ils entrent dans le bureau, puis ils prennent le fait qu'on ne les regarde pas comme une agression parce que c'est perçu comme un manque de considération. Ça se peut très bien que la personne est en train de focuser sur un dossier où elle n'a pas ses lunettes, elle ne vous a pas vu ou elle est distraite par autre chose. Mais il y a certaines personnes qui pourraient utiliser le mot agression pour une situation comme ça. C'est pour ça que moi, je suis très prudente quand quelqu'un me décrit une situation. Des fois, je demande à la personne de faire un croquis, parce que les mots que les gens utilisent, des fois, c'est des superlatifs. C'était une image simplement, mais il y a des gens influents qui sont agressifs, effectivement. Bien, dans le verbal et dans le non-verbal, là, on peut décliner dans, OK, qu'est-ce qu'elle a fait exactement, qu'est-ce qu'elle a dit exactement, et là, quelles sont tes stratégies face à quelqu'un qui se comporte comme ça devant toi ou quelqu'un qui te parle comme ça. Et là, on peut décortiquer puis avoir vraiment. Moi, j'aime bien travailler, toujours avoir au moins 3 moyens, 3 stratégies, parce que pour avoir une richesse de choix. Juste une option, ce n'est pas assez riche pour moi. 2, il y en a pas assez. Avoir au moins, OK, si cette situation se reproduit dans le futur, c'est quoi tes 3 options minimalement que tu peux, toi, faire? Et comme ça, la personne ne se sent pas prise au dépourvu. Est capable d'être un peu plus dans pas une anticipation de façon péjorative, mais de se sentir plutôt prête à
à toutes circonstances. Parce que des fois, pour notre cerveau, de ne pas avoir d'option, tu sais, tantôt, je disais que le stress est généré quand on a une perception de gap ou d'écart entre nos ressources qui sont ici, puis la situation qui exige ça de nous. Puis là, cet écart-là fait qu'on se sent désemparé ou pas bien équipé. Donc, on a soit le choix de ne pas aller dans une situation comme ça ou le choix de se donner des alternatives, des ressources qui font que quand ça va arriver, bien, je vais être capable de l'affronter. Donc, moi, mon travail, bien souvent, c'est de faire ça, c'est de préparer des gens à toutes sortes d'éventualités pour qu'au lieu que ça devienne un imprévu ou quelque chose d'incontrôlable, c'est devenu quelque chose que, on avait prévu que ça pouvait arriver et voici ce qu'on va faire dans cette situation-là. Ça ne veut pas dire qu'on va les éliminer, ces situations-là, mais on va quand même diminuer leur quantité à chaque jour pour que le corps ne puisse pas être sous tension. Là, c'est comme si tu reçois un choc électrique. Tu as un stress, un choc électrique 22 fois par jour. Là, c'est comme gasser une fois. Et là, il y a des études en passant là-dessus sur l'appréhension d'une douleur. Une douleur appréhendée qui fait moins mal que la douleur qui arrive de façon au hasard. Fait que ça aussi, c'est assez intéressant de comprendre les mécanismes de défense du corps en situation là, entre guillemets, d'attaque ou d'agression ou de malaise. Parfait. Bon, en tout cas, beaucoup de gens ont apprécié vraiment la présentation, Roxane. Donc, c'est très positif. Je pense que nous avons plus de questions. Alors, si nous n'avons plus de questions, nous allons pouvoir mettre fin au webinaire. Alors, merci à tous d'avoir suivi la présentation. Merci, Roxane, d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Et puis, en ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire. Et puis, je vous souhaite une bonne journée. J'ai envie de dire aux gens, je vous souhaite une dose de mieux-être, la dose étant la bonne quantité de dopamine, la bonne quantité d'ocytocine, de sérotonine pour le S, puis d'endorphine pour le E. Alors, passez une très belle journée, puis au plaisir peut-être de revoir certains d'entre vous là, dans les ateliers de formation. Merci Roxane, merci à tous et bonne journée.